RCN. Le son de la différence. Alors peut-être la Britannique est en train de craquer. Allez, elle va passer Christian Dominici a pris le ballon. Il l'a passé. C'est français. Essai de Christian Dominici, c'est un génie. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison des Sports. Prenez place, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sportive. Comme d'habitude, nous allons parler d'actualité, nous allons décrypter les événements phares de la semaine. Nous avons un programme très chargé et pour ce programme, je suis très heureux de retrouver à nouveau Daniel Michel, mon acolyte. Comment ça va, Daniel ? Ça va très bien. Bonjour, on va parler du coup de Ballon d'Or, nous allons parler de cyclisme également, on va faire ça du coup pendant 1 heure comme d'habitude et tout de suite c'est l'heure de se refaire l'actualité de la semaine dans le gros Flash Info. Et on commence ce flash info sur les chapeaux de roue avec la victoire de l'équipe de France en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne 2-1 dans une rencontre étreinte pendant 1 heure puis complètement folle et magnifique pour finir. Les Bleus ont arraché un nouveau trophée à un peu plus d'1 an de la Coupe du Monde. L'élan est revenu encore une fois grâce à un Karim Benzema sensationnel qui s'est comporté en patron pour sortir la France d'une situation mal engagée en égalisant d'une frappe venue d'ailleurs. Comme contre la Belgique, la France était menée et a fini par renverser la rencontre pour inscrire un nouveau trophée à son palmarès. Et en parlant de Karim Benzema, cette semaine, le Français a été mis à l'honneur en étant un des noms les plus soutenus parmi les 25 prétendants au Ballon d'Or. Cette semaine, la liste a été dévoilée. On y retrouve bien évidemment les grosses têtes habituelles que sont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ou encore Kevin De Bruyne. On retrouve également le Parisien Kylian Mbappé et N'Golo Kanté, vainqueurs de la Ligue des Champions avec Chelsea. Mais le nom qui a le plus résonné sur la scène footballistique est bien celui de Karim Benzema, qui semble à son apogée. Jamais l'ancien Lyonnais n'a été aussi fort et jamais il n'a été aussi proche de décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse. Nous saurons qui remporte le fameux trophée le 29 novembre prochain. Et pas de tour d'Europe des classements en football cette semaine en raison de la trêve internationale, mais parlons tout de même de rugby et du classement du top 14. Aucun changement, le Stade Toulousain reste solide leader en étant toujours invaincu avec 26 points en 6 rencontres. Juste derrière, on retrouve Bordeaux-Brive en 2e position à 19 points et le club de Lyon à la 3e place avec 17 points. En handball, c'est la même chose, pas de changement par rapport à la semaine dernière avec le PSG toujours en tête du championnat Star League. Juste derrière se trouvent les clubs d'Aix, de Nîmes, de Saint-Raphaël et de Chambéry. On reste sur le handball avec les victoires de l'équipe de France féminine en championnat d'Europe de handball. Les Bleus se sont bien positionnés pour les Jeux Olympiques 2024 et continuent sur leur bonne lancée en s'imposant face à la République tchèque et l'Ukraine. Brillantes sur les qualifications, les Françaises confirment leurs ambitions en vue des Jeux de Paris. Et on enchaîne sur les sports de course avec le cyclisme notamment et le Tour de Lombardie qui avait lieu la semaine dernière et qui représentait une des dernières occasions de voir les cadors du peloton mondial. En effet, la classique des feuilles mortes est la dernière des classiques de la saison et probablement l'une des plus attendues. C'est le Slovène Tadej Pogačar qui, après Liège-Bastogne-Liège au printemps et le Tour de France cet été, s'impose sur la classique d'automne. Vainqueur de son 2e monument de la saison à seulement 23 ans, Pogačar bat des records de précocité et commence à s'inscrire dans les livres d'histoire du cyclisme. Julien Alaphilippe, quant à lui, n'a pas pu rivaliser avec le Slovène, mais le Français a tout de même fait honneur à son maillot arc-en-ciel en terminant 6e au terme d'une course intense. Et toujours en cyclisme, mais cette fois chez les femmes, cette semaine la grande nouvelle était l'annonce du retour de l'épreuve féminine sur le Tour de France. Près de 12 ans après la dernière édition, le cyclisme féminin est de retour en France. Au programme départ le 24 juillet au pied de la Tour Eiffel, 8 étapes, 2 de montagne, 2 accidentées et 4 étapes de plaine. Le tout pour 1029 km et 250 000 € de prime pour la gagnante. Un retour du Tour de France féminin qui ravit tous les amateurs de cyclisme. Et on reste dans les sports de course pour partir en Formule 1 et revenir sur le dernier Grand Prix de Turquie qui a vu Valtteri Bottas lever le poing sur la ligne d'arrivée pour Mercedes. Juste derrière, on retrouve le pilote de Red Bull, Max Verstappen, et à la surprise générale, Lewis Hamilton ne finit que 5e, lui qui a été forcé de revenir au stand durant la course. Au classement des pilotes, Max Verstappen s'envole un peu et prend désormais 10 points d'avance sur le Britannique, de quoi promettre une saison de haute volée. Au classement des constructeurs, c'est toujours Mercedes qui mène la danse, assez largement devant Red Bull. En tennis, cette semaine donnait lieu à l'Indian Wells ATP, le fameux tournoi des États-Unis qui n'avait plus eu lieu depuis le début de la pandémie. À l'heure où nous parlons, nous en sommes au quart de finale avec Alexander Zverev qui affronte Taylor Fritz aujourd'hui et Nicolas Basilashvili qui fera face à Stefanos Tsitsipas pour rejoindre Grigor Dimitrov et Cameron Norrie en demi-finale. Et enfin, on conclut ce flash info avec un immense moment de boxe et un combat qui a bouleversé tous les amateurs de sport de combat. Le grand affrontement entre Tyson Fury et Deontay Wilder pour la ceinture de champion du monde poids lourd
avait lieu le week-end dernier et le combat a tenu toutes ses promesses. Malgré 2 passages au tapis, l'anglais Tyson Fury a conservé sa ceinture mondiale en stoppant l'américain au 11e round au terme d'un combat sans merci. L'ego de Wilder prend un coup après une deuxième défaite face à Fury qui ébranle un peu la réputation de terreur du ring que détenait Wilder jusqu'alors. Une victoire qui donne encore plus d'envergure à la carrière de Fury. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après avoir fait le gros récap de l'actualité, c'est l'heure de lancer le premier débat de l'émission. Et aujourd'hui, ça me semblait logique de parler du Ballon d'Or, puisque cette semaine, on a eu la liste des 30 candidats qui ont été dévoilés. Le Ballon d'Or, c'est toujours un rendez-vous phare du sport chaque année. Je sais pas si tu as vu un petit peu la liste des candidats, Daniel. Je sais pas ce que tu penses du Ballon d'Or, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui suscite les débats. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça en premier sujet. Qu'est-ce que tu penses du Ballon d'Or cette année et du Ballon d'Or en général d'ailleurs? Or, le Ballon d'Or, effectivement, c'est quelque chose d'important, qui tombe toujours dans une période où il n'y a pas beaucoup d'actualité. Donc, je pense que dans les 30 candidats, dans les 30 nominés, il n'y a pas de grande surprise. Hein. Je veux dire, on retrouve les meilleurs joueurs mondiaux. Moi, personnellement, je pense que Benzema a de fortes chances d'être le Ballon d'Or. À ma connaissance, il ne l'a jamais eu, je crois. Non, jamais. Et je pense qu'il a réussi une bonne année. Il a réussi des bons championnats d'Europe avec l'équipe de France. Il a les derniers résultats des 2 derniers matchs contre la Belgique et l'Espagne, il a montré tout son talent. Donc je pense, en plus dans son club, il a brillé cette année, donc je pense qu'il mériterait, à mon sens. Je pense que c'est une des dernières fois d'ailleurs, parce qu'après ce sera il a 34 ans. Oui, donc je pense qu'il mériterait d'être Ballon d'Or. Karim Benzema est un candidat très intéressant en effet. Avant qu'on se concentre un petit peu plus sur lui et qu'on fasse les profils de ceux qui peuvent prétendre le gagner, j'ai envie de revenir un petit peu sur les 30. Alors sans tous les citer, on retrouve certains gros noms comme Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini qui forment la charnière centrale de la Juventus Turin. On a Gianluigi Donnarumma qui a gagné l'Euro cette année avec l'Italie et qui remportera probablement le prix Yashin du meilleur gardien puisqu'il est le seul gardien nominé parmi les 30 potentiels pour le Ballon d'Or. On a Phil Foden également, Erling Haaland, Harry Kane, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Luis Suarez, Raheem Sterling, tout ça c'est des noms, Neymar également, Pedri, ce sont des noms qu'on ne devrait pas retrouver parce qu'à chaque fois il y a des cuts dans le Ballon d'Or, ça se fait comme ça, au début il y en a 30, ensuite il y en a 10, ensuite il y en a 5, puis il y en a 3. Donc tous les noms que je vous ai cités, c'est probablement les premiers noms qui vont être coupés. J'ai envie qu'on se concentre un petit peu. J'ai dégagé 8 potentiels candidats qui peuvent, on va dire, prétendre à la victoire finale. Alors tu l'as dit, bien évidemment, il y a Karim Benzema qui semble être le grand favori. On va en faire le profil, on va détailler. À côté, il y a Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui sont toujours là. Lionel Messi, on rappelle, est le dernier lauréat en 2019. Cristiano Ronaldo a 5 ballons d'or à son actif, lui également. Ils ont tous les deux des saisons où ils ont été très prolifiques, donc ils sont logiquement dans cette liste. On retrouve également les 2 milieux de Chelsea que j'ai voulu mettre dans les 8, Jorginho et N'Golo Kanté, qui ont été un petit peu les 2 hommes de la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions londonienne. Et puis on a Jorginho qui lui était également le maestro de Chelsea, mais en plus le maestro de l'Italie qui a permis de gagner l'Euro. Donc sur le point de vue du palmarès, c'est un petit peu la Palme d'Or, Jorginho, si on se concentrait uniquement sur le palmarès. À côté, on a bien sûr Kylian Mbappé qui est toujours aussi prolifique, qui a fait un très mauvais Euro certes, mais qui a tout de même les projecteurs sur lui et répond toujours présent. Je pense qu'il a plus de chances que Neymar en tout cas. Et puis enfin on a Robert Lewandowski qui lui est le plus efficace d'entre tous, qui est celui qui a marqué le plus de buts et qui est toujours au rendez-vous avec le Bayern de Munich. Toi du coup ton choix se porterait plus sur Karim Benzema? Moi je pense que Neymar il a pas fait une grande saison. Neymar, oui, en effet. Messi et Ronaldo, ils ont suffisamment eu de titres, je pense que Et en effet, et puis ils vont pâtir du fait que tous les deux ont changé de club.
alors les transferts ne sont pas, on va dire, il y a pas de lien cause à effet entre le transfert et les récompenses individuelles, mais en général, quand on se fait transférer, on a toujours un temps d'adaptation qui nous porte préjudice, qui portera préjudice à Messi et à Ronaldo dans la course au Ballon d'Or. Surtout à Messi, parce qu'il son début de saison au PSG n'est pas discret, terrible. Est plutôt discret, en effet. N'est pas terrible. Bon, Mbappé, je pense qu'il va pâtir de son euro catastrophique. Exactement. Et également, lui aussi, du feuilleton au Real Madrid, parce qu'au final, on s'est plus concentré sur son potentiel départ que sur ses performances. Donc, moi, je pense... Et Kanté, Jorginho, Kanté, je le mets en dessous, moi, lui, quand même. Hein. Je pense qu'il a pas fait un euro extraordinaire non plus. Et je le mets en dessous. Je pense que c'est pas, à mon sens, c'est pas le meilleur français. C'est un grand joueur, c'est tout. Mais je pense il est assez, il a été assez discret avec l'équipe de France. Donc je pense pas qu'il ait les chances. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Lewandowski me paraît par contre un candidat sérieux. Lewandowski est un candidat très sérieux. Oui. Je te rejoins sur N'Golo Kanté. Déjà, c'est plutôt rare de voir des milieux récompensés. On a vu Luka Modric en 2018, mais c'était un peu à la surprise générale. Et il faut rappeler qu'il avait remporté la Ligue des Champions, la Liga, et qu'il était allé en finale de la Coupe du Monde avec la Croatie. Alors certes, N'Golo Kanté a remporté la Ligue des Champions et il est très utile et très efficace dans un effectif, mais il n'a pas pour lui les statistiques ni le côté, on va dire, médiatique qui pourrait l'aider à récolter des voix. En revanche, Robert Lewandowski, lui, est un très sérieux adversaire pour Karim Benzema. Oui. Puis Kanté, le problème, c'est qu'il est sur le terrain, il a un rôle pas discret, mais je veux dire, c'est pas le rôle un rôle un petit peu ingrat, exactement. Obscur, hein, c'est un travailleur, je veux dire, mais qu'on ne voit pas. Je suis d'accord, gratter les ballons, courir plus que les autres, être plutôt défensif. Tout à fait, c'est difficile, mais il a la saison pour lui. Il a la saison pour lui parce que il est tout bonnement énorme et Chelsea n'aurait jamais remporté la Ligue des Champions sans N'Golo Kanté. De là à lui décerner un Ballon d'Or, je trouve ça peut-être un petit peu disproportionné, mais en tout cas il mérite qu'on cite son nom parmi les prétendants. Donc on est plutôt d'accord sur les deux qui se dégagent pour remporter cette Ligue des Champions, ce Ballon d'Or. Alors je pense malgré tout que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi seront encore au rendez-vous. Parmi les parmi les 5 derniers. Je pense que Messi sera sur le podium parce que individuellement, il reste certainement le meilleur joueur du monde. Et si on décernait le Ballon d'Or sur la simple logique du niveau, Messi le remporterait probablement chaque année. Donc il mérite d'être dans les 3, je pense, mais pas au-delà, je suis d'accord avec toi pour dire que les deux qui centrent le débat, c'est Karim Benzema et Robert Lewandowski. Oui, et puis Benzema, il a quand même il a fait une saison pleine, faut reconnaître, ce qui n'est pas le cas de Messi, je veux dire. Tout à fait. Du coup, on va aller un petit peu plus sur Benzema et Lewandowski, on va se concentrer. Déjà, ils ont un point commun. Les deux sont ceux qui ont pour le moment été impliqués sur le plus de buts. 35 à tous les deux. Benzema est à 24 buts et 11 passes décisives. J'ai pas les détails exacts de Robert Lewandowski, mais il doit y avoir un petit peu plus de buts et un petit peu moins de passes, je pense. Donc au niveau statistique, ils sont présents. Au niveau des accomplissements collectifs, ils sont également présents puisque Benzema a fait une très bonne saison avec le Real Madrid qu'on n'attendait pas du tout parce que il ne restait plus que Benzema en fait. Sergio Ramos était blessé tout le temps. Et puis ils vont quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Alors certes, la saison en Liga est un petit peu en trompe-l'œil. On termine deuxième derrière l'Atlético Madrid, mais le Real ne mérite pas cette deuxième place tant ils ont été désarçonnés et mis en difficulté toute la saison. Mais l'arbre qui cache un peu la forêt de la saison du Real, c'est justement Karim Benzema qui, avec le brassard de capitaine, était tout bonnement exceptionnel cette saison. On ne l'a jamais vu à un tel niveau. Non, on l'a jamais vu. Et puis son passé un peu sulfureux a disparu maintenant. C'est avec sa sélection en équipe de France, ça a un petit peu effacé tout ça. Et je pense que les critiques que pouvaient lui faire certains journalistes ont disparu. Donc je pense qu'il est arrivé et c'est une des dernières chances pour lui, parce que sa carrière est plus proche de la fin que du début. C'est clair. Donc moi je pense qu'il
il mériterait, alors je sais pas s'il le sent, mais il mériterait d'y être. En tout cas, il a 34 ans. C'est clair que ce sera potentiellement, enfin c'est sûrement pour un avant-centre, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est sûrement du coup la dernière chance pour lui de remporter ce trophée. J'ai envie de parler un petit peu de la carrière de Benzema parce que jusqu'alors il a toujours été un petit peu dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Oui. On n'a jamais suspecté que Benzema aurait un jour un tel niveau qu'il soit capable de porter le Real Madrid. Il l'a fait au final depuis le départ de Cristiano. Chaque saison, il devient un petit peu meilleur, il marque plus de buts, il devient encore meilleur dans le jeu. Je suis fasciné par cette capacité à chaque saison se dépasser, à devenir encore meilleur alors qu'il vieillit. Et puis on a une espèce d'alignement des planètes quand même parce que son retour en équipe de France, sa très bonne saison avec le Real Madrid, ces très bonnes saisons qui s'enchaînent avec le Real Madrid, puis son retour en équipe de France où au final Benzema, même si on sort en huitième de finale, Benzema fait un Euro exceptionnel. Oui. Il fait un Euro exceptionnel et surtout il a effacé tous les doutes qu'on avait sur ce potentiel retour en équipe de France. C'est-à-dire qu'on se disait comment ça va se passer, peut-être qu'il va mal jouer, son intégration mettra peut-être un petit peu de temps. Et au final, c'est lui le patron de l'équipe de France aujourd'hui. C'est lui le patron. On l'a vu en Ligue des Nations, lorsqu'on est en difficulté face à la Belgique, lorsqu'on est en difficulté face à l'Espagne, c'est Karim Benzema qui nous sort de ces situations mal engagées par des coups d'éclat, tout simplement. C'est là qu'on relève un petit peu le grand champion, c'est-à-dire il est capable d'être très discret pendant 80 minutes, puis avoir deux coups d'éclat en l'espace de peu de temps. Et ça, moi je pense que ça démontre qu'il a l'étoffe d'un très grand joueur. Je suis d'accord. Et puis moi, c'est quelque chose qui me satisfait complètement parce que comme je l'ai dit, je n'aurais jamais pensé que Benzema arrive à ce niveau et je trouve que d'ailleurs, on l'a pas dit, mais il est devenu le quatrième meilleur buteur de la Ligue des Champions il y a peu. C'est bon. Alors au niveau des statistiques, du coup, il est toujours là. Pour moi, ça me satisfait parce que j'ai un peu la sensation qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'unanimité sur le niveau de Benzema et sur ce qu'il mérite. Alors qu'encore, il y a encore quelques années, on pouvait beaucoup discuter sur son comportement, ses affaires extrasportives, le fait qu'au Real Madrid, il a toujours été accompagné de Cristiano Ronaldo. Au final, depuis 2-3 ans, toutes les raisons pour lesquelles on pouvait critiquer Benzema ou trouver qu'il ne faisait pas partie des meilleurs de ce sport, il les a contredites. Et je trouve ça exceptionnel. Et donc, lui donner le Ballon d'Or serait pour moi une magnifique récompense et un magnifique moyen de lui rendre ce qui, entre guillemets, lui appartient et ce qui lui revient. Et puis bon, il a un poste qui est assez difficile, le poste d'avant-centre, c'est pas le poste le plus facile. Donc il y a déjà ça, et en plus il a connu 2 clubs professionnels dans sa carrière, Lyon et Madrid, ce qui est très rare à ce niveau-là, je veux dire, je pense que c'est un des rares à ce niveau-là, et en plus il me semble qu'il a jamais eu de carton rouge dans sa carrière, eu de carton rouge, peut-être en catégorie jeune, mais depuis qu'il est professionnel, donc c'est quand même un signe important, et il me fait penser à un joueur que tu n'as pas dû connaître, Gerd Müller, qui était là dans je l'ai pas connu, mais je connais le nom, bien évidemment. L'équipe d'Allemagne, qui était capable, lui, de toucher 3 ballons, entre guillemets, dans un match et de marquer 2 buts, je veux dire. C'était une autre époque, certes. Il est décédé il y a peu de temps, d'ailleurs. Oui. Donc il a un peu ce tempérament-là de joueur qui peut être discret pendant un laps de temps, c'est important, et puis d'un coup se réveiller et marquer. Tout à fait. C'est ce que j'admire chez lui, c'est ça, et sa façon de pas se mettre en avant aussi. Il est, par exemple, dans l'Euro avec l'équipe de France, il s'est jamais mis en avant. Il est resté on pensait en retrait, il est resté très discipliné avec l'équipe, et je trouve que moi il m'a impressionné, je veux dire. Moi aussi, il est parfaitement rentré en osmose avec ce que réclamait Didier Deschamps. Il n'a pas tiré la couverture à lui, alors que beaucoup pensaient que ça allait être le cas. Je pense pas que sur le style de tirer la couverture à lui. Oui, justement, il a été au Real Madrid entouré de gros égos. Tu l'as dit, il a que fait 2 clubs, Lyon et le Real Madrid. Ça fait 10 ans qu'il est au Real, faut quand même le souligner. 10 ans. C'est étonnant à ce niveau-là. Entouré de superstars, donc j'ai l'impression qu'il est conscient des sacrifices que réclame le haut niveau et des sacrifices sur le terrain à faire pour que
une équipe gagne. Et aussi, lorsqu'on parle de Benzema, j'ai envie de parler de son jeu. Moi, je trouve, tu l'as souligné, c'est quelqu'un qui peut être discret et d'un coup sortir un coup d'éclat. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que c'est le seul numéro 9 au monde qui est capable de faire ce qu'il fait à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est le seul 9 qui joue comme un 10, c'est le seul qui décroche, qui est capable de faire le jeu comme un meneur de jeu au Real Madrid. Tout part de Benzema, toutes les actions passent par lui. Alors Lewandowski est un joueur qui maîtrise parfaitement le ballon et qui sait très bien également, qui est très bon dans le jeu. Mais Benzema, c'est un autre niveau. C'est vraiment quelqu'un qui peut revenir au milieu et créer le jeu. Créer le jeu grâce à sa technique, sa justesse, sa vista. Il a un sens du jeu qui est tout simplement exceptionnel. Donc voilà, Benzema, en tout cas, de gros dossiers, a des atouts à faire valoir pour remporter le Ballon d'Or. Robert Lewandowski, quant à lui, est un petit peu le perdant malheureux de l'édition 2020, puisque la pandémie, il aurait dû. Exactement. À cause de la pandémie, on n'a pas eu de Ballon d'Or. Robert Lewandowski était favori, était vraiment le grand favori avec la victoire du Bayern en Ligue des Champions, en Bundesliga, et le fait que lui a marqué un nombre incalculable de buts. Cette année, il n'a que la Bundesliga comme trophée majeur, mais il a tout de même de gros atouts puisqu'il a continué de briller en marquant énormément de buts. C'est un petit peu toujours la même chose avec Lewandowski. Chaque année, il est au rendez-vous, mais il n'est pas dans le top du top. Disons que là, Cristiano et Messi sont partis, et donc comme lui sont partis, sont une candidature moins importante que les années précédentes, et lui a toujours autant de buts à son actif, toujours un Bayern qui marche sur les autres équipes et qui a un effet de rouleau compresseur. Est-ce que tu penses que Lewandowski peut voler la vedette à Karim Benzema? Non, pour une raison qui me paraît importante, c'est qu'il a pas, il lui manque un palmarès, comment dirais-je, équipe nationale. C'est sûr qu'avec la Pologne, c'est difficile. Et c'est un peu, à mon sens, ce qui va le gêner, quoi. Je veux dire, pour obtenir cette récompense dans l'immédiat, quoi. Il lui manque un passé. Comme maintenant, il y a quand même des compétitions internationales régulières. Pratiquement tous les ans, il y a quelque chose. Et il brille pas avec son équipe nationale, parce que son équipe nationale n'a pas le niveau, quoi, je veux dire. Tout à fait. Alors, certes, tu parlais de Gerd Müller tout à l'heure. Faut souligner que Robert Lewandowski a battu le record de Gerd Müller cette année avec le plus de buts en Bundesliga. Il a marqué 41 buts en 29 matchs. C'est exceptionnel, sachant qu'il a raté un mois de compétition à cause d'une blessure. Néanmoins, Lewandowski déjà n'a pas du coup le palmarès ou les performances sur la scène internationale, chose que Benzema a avec l'équipe de France. Et puis il a tout de même cette élimination en quart de finale face au Paris Saint-Germain où il ne joue pas. Et alors bien sûr, il est absent, donc on peut pas lui reprocher, mais j'ai envie de dire, les absents ont toujours tort. Et donc du coup, c'est un petit peu en demi-teinte, et j'ai l'impression que le dossier, le CV de Lewandowski face à Benzema est un petit peu... Il manque quelque chose. Exactement. Alors, on verra ce que les votants vont faire. Je rappelle que le Ballon d'Or est décerné par des votes de journalistes et de joueurs. Donc nous verrons ce qui va se passer. La réponse, c'est le 29 novembre. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir qui peut avoir le Ballon d'Or, comment ça change. On a eu toute une décennie où Cristiano Ronaldo et Messi se partageaient le trophée. Non, mais ça devenait pénible. Exactement. Maintenant, ça change un petit peu, et ce serait magnifique de voir un Français soulever le trophée, d'autant plus Karim Benzema, qui est passé par beaucoup de mauvaises passes, on va dire, dans sa carrière, et qui maintenant, j'ai l'impression qu'il a tout pour lui, et il est au sommet de son art, à son apogée, et donc ce serait quelque chose de très juste qui remporte la récompense. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après avoir bien débattu du Ballon d'Or avec Daniel Michel, c'est l'heure tout de suite de se concentrer sur le deuxième débat de l'émission. Alors Daniel, je sais pas si tu as vu la grande nouvelle de cette semaine, mais c'est le grand retour de l'épreuve féminine sur le Tour de France, chose qui n'était plus le cas depuis 2012. Depuis 12 ans, donc 2009. Ça faisait quand même un bout de temps qu'on n'avait pas vu des femmes sur un Tour de France. Je trouve que c'est une bonne chose que ça y est, on est à nouveau une épreuve féminine. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu attends, et qu'est-ce que ça te fait de revoir des femmes sur le Tour? Les derniers Tours de France féminins, ça s'appelait pas les Tours de France, quoi. Ça s'appelait. Ça s'appelait Critérium. Exactement. Il y avait un problème de. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'après les critiques de l'an dernier de certains maires écologistes, notamment, qui ont critiqué, je crois que c'était le maire de Lyon, que le Tour de France masculin était
que le Tour de France, en général, était misogyne, je trouve que c'est une bonne chose que le Tour féminin réapparaisse, et ça s'appelle le Tour de France féminin, ce qui est quand même intéressant. Et en plus, ils veulent rendre cette compétition très médiatique. Ils ont déjà commencé d'ailleurs avec beaucoup de c'est communication. C'est quand même la première fois qu'ils donnent le parcours en même temps que celui du Tour de France masculin. Tout à fait. Marion Rousse, qui est la directrice... la directrice du Tour de France féminin est quelqu'un d'intéressant. Bon, je pense qu'Antenne 2 est derrière tout ça aussi, ce qui est pas rien, quoi, je veux dire. Hein. Je crois qu'ils passeront toutes les étapes en direct à la télévision. Et en plus, les récompenses financières ont atteint un niveau assez intéressant, quoi, je veux dire. Donc, moi, je pense qu'il y a tout pour réussir ce renouveau du Tour de France féminin. Je suis assez d'accord avec toi. Tu as parlé de l'argent. En effet, il y a une belle prime pour la gagnante avec 250 000 euros sur les 8 jours. Je trouve que c'est assez équitable par rapport aux 500 000 euros que gagnent les hommes sur leurs 3 semaines d'étape. Tu l'as dit, Marion Rousse, la nouvelle directrice de l'épreuve, qui du coup est également la femme de Julien Alaphilippe. Exactement. Donc c'est un beau petit clin d'œil. Tu l'as dit, cette étape, du coup, il y aura 8 étapes. Il y aura 8 étapes. Ça démarre le 24 juillet. Juste après le Tour de France des hommes, qui finit justement au pied de la Tour Eiffel. Ça part au pied de la Tour Eiffel. Donc la première étape sera celle des Champs-Élysées. On a 2 étapes accidentées, on a 4 étapes de plaine et 2 étapes de sprint. Je pense qu'on aura du grand cyclisme au rendez-vous. Alors même si on n'a pas de cycliste française qui peut sortir du lot et qui peut prétendre à la victoire, moi ça me fait plaisir en fait de me dire qu'on aura une compétition féminine à regarder et plus seulement masculine. Tu as parlé des déclarations un petit peu misogynes, etc. Donc ça, le fait que ce soit de retour, ça vient un petit peu mettre une claque à tous ces gens et à tous ces propos. Alors la dernière gagnante du Tour de France féminin, c'était Emma Poulet. Elle a pris sa retraite en 2014, donc elle risque pas de faire un back-to-back. Mais toi, est-ce que tu as des noms ou des cyclistes féminines que tu penses ou que tu attends particulièrement? Moi, il y a celle qui a gagné Paris-Roubaix, là, qui me paraît être une bonne cycliste. Sinon, j'avoue que je connais peu le niveau des Françaises actuellement par rapport aux autres coureurs. En plus, le Tour de France, ça va être quelque chose d'assez particulier, parce que jusqu'à présent, c'était des courses d'une journée qu'elle faisait, donc, ça ne correspond pas forcément à la valeur qu'on attend dans un tour d'une semaine, avec des étapes de montagne, donc je pense qu'on peut avoir des surprises. Je pense aussi, en tout cas, ce sera très plaisant à voir et ça fait très plaisir de savoir qu'on aura un mois de Tour de France et pas seulement 3 semaines. Là, ça va durer un mois. Je pense notamment à Thomas qui va pouvoir faire sa sieste pendant un mois. Mais du coup, c'est génial et on a bien parlé du Tour de France féminin. Je précise, je vais pas que faire la sieste. Hein. J'aime bien ça. Et je suis très content que les femmes aient un Tour de France. Je tiens à le dire quand même. Je le sais. Tu m'en as parlé et c'est justement pour toi que j'ai choisi cette rubrique. Mais du coup, on suivra de près les performances féminines. À côté, en cyclisme, on a également eu ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on recevra également Sonia Huguet qui viendra nous partager son expérience de cycliste et avec qui on parlera du Tour de France féminin justement. Elle l'a fait, elle, le Tour de France. Elle a pas fait le Tour de France, mais elle a tout de même eu un très bon niveau. Elle a remporté des courses de renom. Donc elle viendra nous livrer son expérience et nous donner son avis sur le Tour de France féminin qui débarque à nouveau. Mais sinon, en cyclisme, on a également eu le sacre de Tadej Pogačar sur le Tour de Lombardie, qui à 23 ans s'inscrit déjà dans les livres d'histoire avec un Tour de France à son actif, un tour d'Espagne avec la Vuelta, plusieurs monuments gagnés. Qu'est-ce que tu penses de Tadej Pogačar qui à 23 ans s'impose déjà comme un cycliste de renom? Je pense que c'est quelqu'un d'avenir. Je ne voudrais pas qu'on apprenne dans quelque temps qu'il y ait des problèmes autres extrasportifs qui entachent un petit peu ses résultats. Moi, ce qui me gêne chez lui, c'est qu'il est peu médiatique.
Par contre, sa mère, qui est prof de français, parle très bien le français, et elle est très médiatique, hein. Mais lui, moi, ça m'inquiète un peu. Et je crains qu'on lui fasse payer un petit peu ce côté non médiatique, parce que pour le Tour de France, surtout, s'il a remporté 7-8 Tours de France, je veux dire, ça risquerait de moins passionner les gens, quoi. C'est sûr, parce qu'il a un petit peu l'effet de l'anti-héros. Il a aucun charisme. Il a aucun charisme. Il s'exprime très peu dans les médias. Alors cette semaine, on a eu une interview de lui dans l'équipe où justement il en parle d'ailleurs de son côté où il ne parle pas énormément dans les médias, où il est plutôt discret. Il est très discret, oui. Je pense qu'il a un petit peu le syndrome de la supercherie, c'est-à-dire que lui-même ne se rend pas tellement compte des exploits qu'il a réalisés. En tout cas, c'est son 2e Tour de France. Enfin, je veux dire, il a remporté déjà 2 Tours de France. Oui, à 23 ans. Il a remporté quasiment tous les monuments. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège. Il a gagné le Tour de Lombardie. Du coup, on l'a dit. Il me semble que l'an dernier, il a été sur le podium du Paris-Roubaix. Oui, donc c'est exceptionnel et c'est pas tous les jours qu'on voit des ovnis comme ça en cyclisme qui sont capables de remporter 2 Tours de France d'affilée, plus une Vuelta, plus des monuments. Donc on verra ce qu'il va faire cette saison sur le Tour de France. Mais en tout cas, Tadej Pogačar est en train de clairement s'implanter dans le paysage cycliste. Je pense qu'il court un peu à la manière d'Eddy Merckx, c'est-à-dire il est au-dessus des gens. Bon, il a son avantage, c'est qu'il court peu, finalement, il fait peu de compétition dans l'année. Il est très polyvalent. Il fait très peu de compétition, et il y a des courses où il les fait à la facteur, c'est-à-dire il fait juste ça pour s'entraîner, quoi, c'est tout. Oui. Il court pas pour gagner, donc c'est son côté positif. Mais moi, ce qui me gêne le plus chez lui, c'est son côté non médiatique. C'est vrai que il donne pas. Et puis le fait qu'il gagne comme ça le Tour de France très facilement, ça enlève un petit peu l'intérêt que les gens peuvent avoir au niveau de ces compétitions, quoi, je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, Pogačar a quand même tout devant lui. Pour le moment, il a à 23 ans, il a déjà quasiment tout remporté. Donc il est clairement en train de s'inscrire parmi les plus grands noms de ce sport à seulement 23 ans. Jeune en plus, hein. J'espère que par la suite, il deviendra un petit peu plus, il s'affirmera un petit peu plus, il deviendra plus médiatique justement, avec plus de charisme, etc. Je pense que c'est le début pour le moment et que lui, son seul mot d'ordre, c'est la polyvalence et c'est la performance. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait très bien, même j'ai envie de dire. En tout cas, on a bien parlé de cyclisme, que ce soit pour les femmes, du coup, avec le retour de l'épreuve féminine qu'on suivra de près à partir du 24 juillet, ou de Tadej Pogačar qui a encore surpris son monde en remportant le Tour de Lombardie. Ça va être tout de suite l'heure de s'écouter Enrico de Joule et juste après nous parlerons du retour de la NBA. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après avoir grandement parlé de cyclisme, c'est l'heure de passer au 3e débat de l'émission. On va parler de NBA, Daniel, sujet qu'on n'a pas encore abordé dans la Maison des Sports parce que tout simplement c'était l'intersaison. La NBA fait son grand retour dans la nuit du 18 au 19 octobre cette semaine. Je sais pas ce que tu attends, je ne sais pas si tu as des prévisions particulières, des choses que tu as remarquées la saison dernière qui vont peut-être se répéter cette saison. Qu'est-ce que tu penses du coup du grand retour de la NBA qui va arriver le 19 octobre? La NBA, c'est quand même, au niveau du basket, le must. Je pense que c'est un championnat de très 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 haut niveau, assez exceptionnel au niveau des matchs et tout ça, au niveau de l'ambiance également. C'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part d'ailleurs, ni dans les autres sports, ni dans les autres pays. C'est à côté, c'est un peu la NBA, c'est un peu l'image des États-Unis, quoi, je veux dire, hein. C'est tout à fait. Avec le côté excessif, avec le côté le show, tout ça. Bon, d'ailleurs, je pense que en France, on pourrait s'inspirer un petit peu de ça pour relancer des championnats, notamment en salle, quoi, je veux dire, hein, le basket, handball, tout ça, qui manque un peu d'ambiance, souvent. C'est clair. C'est d'ailleurs il y a deux écoles. Il y a ceux qui critiquent beaucoup les États-Unis justement et le basket à l'américaine, qui est souvent plus de
du show et du star system qu'autre chose, et qui trouve que justement en Europe et en France c'est le vrai basket. Et puis nous avons l'autre école également de ceux qui disent que en NBA c'est le plus haut niveau qu'on peut voir, c'est avec les meilleurs athlètes, avec les meilleurs tireurs, et donc ils préfèrent regarder la NBA. Je fais plutôt partie de la deuxième école en étant un gros fan de NBA, mais moi je trouve que les distinctions qu'il y a entre le basket européen et le basket américain sont utiles et bénéfiques au basket, parce que du coup on peut voir deux styles de jeu différents, et lorsqu'on se retrouve dans des compétitions internationales comme les Jeux Olympiques ou les championnats du monde, on voit un petit peu justement l'école européenne. Là pendant les JO on a vu la France par exemple tenir tête aux États-Unis avec un jeu à l'européenne pour la France et un jeu vraiment à l'américaine basé sur des individualités et des stars aux États-Unis. Mais du coup la NBA est de retour. La saison dernière on a vu Milwaukee remporter le titre au terme d'un sacré affrontement en finale NBA, et surtout je me souviens en demi-finale de conférence contre Brooklyn, mais en finale contre Phoenix. Cette saison on ne risque pas de voir Phoenix à nouveau, notamment parce que la saison dernière ils ont profité de plusieurs blessures, mais on attend tout de même de grosses équipes comme Brooklyn avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, d'ailleurs Kyrie Irving qui ne jouera pas tant qu'il n'est pas vacciné, et les Lakers notamment avec LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook qui a fait son arrivée chez les Angelinos. Je sais pas si tu as déjà des prévisions sur qui tu penses capable de gagner le titre, ou alors sur des titres individuels, notamment le MVP. Est-ce que tu as des idées en tête? Non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée sur comment ça peut se dérouler au niveau des résultats, parce que c'est vrai que c'est assez aléatoire. Hein. Souvent chez eux, il y a des surprises. Mais moi, ce que je retiens, c'est le côté un peu chaud qui m'intéresse et qui m'impressionne. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais l'équipe d'Amérique, des États-Unis, je veux dire, dans les compétitions qui se déroulent pas chez eux, comme les Jeux Olympiques ou tout ça, ils sont nettement moins bons. Ils sont nettement moins bons parce qu'ils n'ont pas cette ambiance, ils n'ont pas cette ambiance, mais surtout au-delà du show, etc., qui d'habitude on va dire les met sur la bonne voie, et c'était surtout que c'était une addition d'individualité, une addition de superstars qui du coup devaient se cantonner à des rôles dont ils n'ont pas l'habitude, puisque dans leurs franchises respectives ils sont au sommet de leur art, et là du coup ils doivent entre guillemets se brimer, mais en tout cas on va pas se lancer dans des prévisions à l'arraché. Je pense que Brooklyn, Milwaukee et Los Angeles seront au rendez-vous pour exactement pour se battre à nouveau pour le titre, et pour les trophées individuels. Pour le rookie de l'année, je dirais, c'est le premier de la draft, Cade Cunningham, qui a le plus de chances de le remporter. Et pour les MVP, on retrouvera bien évidemment les Kevin Durant, les Luka Doncic, les LeBron James, les Giannis Antetokounmpo. On suivra ça de près, on en fera des débriefs très régulièrement dans la Maison des Sports. C'est l'heure de s'écouter tout de suite Nos Pressures de Justin Bieber, et ensuite on parlera de Formule 1. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après avoir parlé de NBA, on peut se faire un petit mot quand même de Formule 1, où cette semaine avait lieu le Grand Prix d'Istanbul de Turquie. On a vu la victoire à la surprise générale de Valtteri Bottas, qui est le deuxième pilote de Mercedes. D'habitude on attend plus Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ne finit que 5e, Max Verstappen 2e, et donc Max Verstappen qui prend la tête du classement des pilotes avec 10 points d'avance. Daniel, est-ce que cette année c'est l'année ou jamais pour voir Lewis Hamilton chuter, lui qui a remporté les 4 derniers championnats de Formule 1? Je pense que il aura du mal à gagner un 5e titre consécutif, parce qu'avec 10 points ça fait beaucoup quand même, hein. Surtout que le deuxième c'est pas un manchot quand même, donc c'est un bon coureur, donc ce sera difficile. Ce sera difficile. Je sais pas combien il reste, Il en reste quand même tout de même pas mal. On en est qu'au 7e, donc il en reste 13 ou 14. Mais donc en 14 Grand Prix, il y a moyen de rattraper la différence, surtout pour Lewis Hamilton. Mais n'empêche qu'on voit Max Verstappen déterminé, avec une écurie Red Bull qui lui donne les moyens d'arriver à ses fins. J'ai l'impression que Lewis Hamilton n'a jamais été autant mis en difficulté pour le moment, et que le suspense sera jusqu'au bout très serré. Ce sera très serré. On suivra ça de près. Max Verstappen justement qui continue d'impressionner. Lui pour le coup finit soit 2e, soit 3e. Donc là c'est certes Valtteri Bottas qui a remporté la course, mais Verstappen a toutes ses chances.
Lewis Hamilton, du coup, qu'on attend sur les prochains Grands Prix. En tout cas, on suivra ça de près. Vous le savez très bien, on fera des débriefs réguliers dans la maison des sports. On a parlé de football, on a parlé de cyclisme, on a parlé de basket et on a parlé de Formule 1. C'était une émission magnifique. Daniel, t'as un petit dernier mot? C'était une émission très intéressante. Les débats étaient passionnants. Parce qu'on les a analysés, parce qu'on les a animés tous les deux. Non, c'était intéressant. On se retrouvera bien évidemment dans Coup de sifflet lundi oui. De 10h à 11h et vous pourrez retrouver la Maison des Sports la semaine prochaine. 18h. Oui, exactement, de 18h à 19h le lundi et le vendredi dans la Maison des Sports de 18h à 19h. C'est l'occasion de vous remercier, chers auditeurs, de remercier Thomas à la technique et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour reparler de sport. C'était la Maison des Sports. À bientôt. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org